Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors cette vidéo sera sur la thématique de l'équilibrage des clubs. On va parler de swing weight, de moment d'inertie. Et c'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps parce que c'est une thématique qui m'interpelle beaucoup, qui interpelle beaucoup de golfeurs et de confrères clubmakers à travers le monde. Et le déclic de cette vidéo, ça a été un film en fait. Ça a été un film que j'ai vu la semaine dernière sur YouTube qui s'appelle Tommy's Honor, en français Les Champions, et qui est en fait, ce film, c'est l'histoire de deux légendes du golf dans les années 1870 à peu près, hein, l'époque où le film est tourné, deux légendes qui s'appelaient Tommy Morris, père et fils. Donc il y avait le père Tommy Morris et le fils Tommy Morris. Alors le père, pour faire court, c'était un grand golfeur de l'époque, mais c'était aussi un clubmaker, greenkeeper et aussi architecte de golf. Il a dessiné pas mal de parcours en Angleterre et en Écosse, très connu aujourd'hui. Et puis son fils, qui est mort à 24 ans, a eu une très grande carrière golfique. Il a gagné 3 British Open. Et lorsque j'ai vu ce film, effectivement, ça m'a donné envie de faire cette vidéo sur l'équilibrage, qui est une constante, j'ai envie de dire, dans l'histoire des clubs de golf. Et donc d'apporter cette touche historique qui me semble très intéressante. Alors pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien pour regarder ce film sur YouTube en version française. Alors je disais que cette thématique de l'équilibrage est très intéressante d'un point de vue historique, mais elle est aussi très intéressante d'un point de vue scientifique, puisqu'on va effectivement aborder les notions de moment d'inertie, j'y reviendrai plus tard, mais aussi tout simplement d'un point de vue golfique, pratique. C'est-à-dire la question qui revient en fitting et que beaucoup d'entre vous doivent se poser, c'est finalement comment dois-je équilibrer mes clubs ? Partant du principe que c'est un fait avéré que l'équilibrage des clubs a une incidence directe bien sûr sur le feeling, sur le ressenti du club, mais incidemment sur la distance, sur la précision, sur la dispersion de vos coups. Donc c'est un point, c'est pas le seul point à voir en fitting évidemment, mais c'est un point très important à aborder. Donc ces trois thématiques, historiques, scientifiques et pratiques, je vais essayer de les aborder dans cette vidéo le plus simplement possible. Alors la première chose à analyser d'un point de vue de clubmaker, c'est les ingrédients avec lesquels on peut, j'ai envie de dire, on peut jouer, on peut expérimenter sur l'équilibrage des clubs. Et d'un point de vue historique à nouveau, force est de reconnaître que ces ingrédients n'ont pas changé depuis l'époque de Tommy Morris, puisque on aura toujours dans un club de golf les ingrédients suivants. Une longueur de club, ici j'ai un shaft, mais pour symboliser une longueur de club. Donc c'est une première question que l'on peut analyser. Donc la longueur d'un club va avoir une incidence très importante sur l'équilibrage d'un club. Mais bien évidemment, la tête et son poids, le grip et son poids, le shaft et son poids, et aussi l'équilibrage du shaft. Il y a effectivement des shafts qui sont dits contrebalancés, c'est-à-dire qui ont plus de poids vers le grip, et des shafts qui au contraire ont plus de poids vers le tip, vers le bas du club. Et enfin, ça c'est apparu je pense plutôt à partir des années 40-50, ce qu'on appelle les contrepoids, les counterweights, que l'on peut positionner en haut du shaft, ce qui va avoir pour incidence de contrebalancer un shaft. Une technique, au passage, qui a été utilisée par le grand Jack Nicklaus, qui a été utilisée par Sergio Garcia. Et lorsque, effectivement, j'ai fait des recherches sur ce contrepoids, sur ce petit objet qui peut peser de 5 grammes jusqu'à 100 grammes, je l'ai expérimenté sur un driver, et personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a intéressé à l'époque. Contrepoids qui sont devenus beaucoup plus courants dans les putters aujourd'hui, par exemple. Donc, on a ces ingrédients. La question à se poser lorsqu'on est clubmaker, c'est comment je vais jouer, entre guillemets, sur ces différents ingrédients pour que le golfeur puisse swinger de la façon la plus optimale possible. Donc, c'est là que ça devient effectivement des expérimentations très intéressantes et des expérimentations qui ont été faites au cours de l'histoire de façon récurrente. La seule chose qui a évolué, et ça devient aussi très intéressant d'un point de vue historique, c'est que certes, on joue avec les mêmes ingrédients, mais les poids notamment et l'équilibrage de ces ingrédients ont changé.
par exemple, j'ai appris lorsque j'ai fait mes recherches sur Tommy Morris qu'il jouait avec un driver en bois, en hickory, dont le shaft pesait 200 grammes. Quand on sait qu'aujourd'hui, la moyenne pour un shaft de driver est de 65 grammes. Donc un shaft de 200 grammes. J'ai creusé plus avant et j'ai appris que ce Tommy Morris, c'est des experts en Écosse qui l'ont analysé par rapport à ces distances de l'époque, avait une vitesse de club de 115 miles à l'heure. C'est tout à fait impressionnant quand on considère, vous voyez, j'ai ici ce livre, hein, ce n'est pas Tommy Morris, mais ça pourrait être lui, quand on considère des individus qui jouaient avec des chemises, des cravates, et des gilets et des vestes en tweed. Générer 115 miles par heure de vitesse au driver, dans ces conditions, c'est tout à fait considérable. Bon, évidemment, les poids des grippes ont fortement évolué. Lorsque j'ai fait des recherches par rapport à ça, j'ai appris que Bryson DeChambeau, notamment quand il a commencé à jouer avec ses fameux clubs à taille constante, avait des grippes de 123 grammes. Les poids des têtes aussi ont évolué au cours de l'histoire. On voit fréquemment des joueurs professionnels qui mettent des couches de plomb sur leur tête pour les alourdir. Et c'est ainsi qu'effectivement que vous verrez que des légendes comme Ben Hogan ou Mo Norman avaient des têtes de club extrêmement lourdes. Bref, tout ça pour vous dire que l'équilibrage d'un club de golf et sa façon de l'appréhender finalement n'a pas tellement évolué depuis 1870. C'est-à-dire que c'est un véritable processus d'expérimentation. Je crois que c'est le mot-clé. Il n'y a pas de machine, et je pense que peut-être un jour, mais dans de nombreuses années, il y aura peut-être une machine qui vous donnera l'équilibrage optimal pour vos clubs. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Alors à partir des années 1920, un club maker qui reste une référence encore aujourd'hui, du nom de Robert Adams, dans le Massachusetts, va essayer de proposer une machine qui permettrait de mesurer l'équilibrage des clubs de golf. Et c'est sa fameuse balance à swing weight qui va donc être proposée dans ces années-là. Alors cette machine existe encore aujourd'hui, elle est utilisée par tous les club makers dans le monde. Et il faut savoir que cette machine, donc, bon, bien sûr, elle a fait débat à l'époque, mais elle a été très vite validée par des très grands golfeurs, notamment deux légendes du golf comme Francis Ouimet et Bobby Jones. Bobby Jones qui a quand même remporté 4 US Open, 3 British Open et qui est à l'origine des Masters d'Augusta. Donc deux joueurs qui ont approuvé cette méthode de mesure et l'ont utilisée pour leur propre club. Alors, ensuite, toujours d'un point de vue historique, donc cette balance a continué à être utilisée. Et à partir des années 1950, les grandes marques du golf de l'époque, comme Spalding, Wilson ou McGregor, ont imposé finalement une espèce de standard de swing weight, d'équilibrage des clubs, qui se situait à D2 pour les hommes et C7 pour les femmes. Alors, ce standard ensuite va se poursuivre pendant de très nombreuses années. Il est encore valable aujourd'hui quand on regarde les spécifications des clubs des grandes entreprises de golf. Elles proposent toujours ces équilibrages à D2 pour les hommes, C7 pour les femmes, avec quelques variations sur des shafts en graphite où on sera par exemple davantage à D0 ou à C6, C5 pour les femmes. Mais cette machine n'a donc jamais été remise en question finalement. Alors, elle sera remise en question dans les années 90. Dans les années 90, des ingénieurs et physiciens aux États-Unis et golfeurs, fans de golf, ont commencé un petit peu à remettre en question la notion de swing weight, partant du principe que c'est une valeur finalement statique et que le swing de golf est une donnée dynamique. Et ces ingénieurs, donc il y en a un en particulier avec lequel je suis encore en contact, il est à la retraite, mais c'est un homme charmant qui s'appelle Dave Tutelman. Je mettrai le lien vers son blog en dessous de cette vidéo. Vous pourrez apprendre plein de choses d'un point de vue physique sur les clubs de golf. Dave Tutelman, en 1914 très précisément, s'est monté, il a bricolé en quelque sorte, une série de clubs dites à moment d'inertie constant. Alors, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le moment d'inertie, je l'ai faite, enfin j'en ai fait 2 plus précisément il y a 8 ans avec un ami qui est docteur en physique et je vous propose de regarder 2 extraits de cette vidéo. Dans le cas du swing, maintenant, on avait envisagé un swing de golf avec
une trajectoire circulaire, c'est-à-dire un rayon qui est toujours le même, en réalité, lors de la fin de la trajectoire, il y a raccourcissement, c'est-à-dire que notre trajectoire est plutôt elliptique. On se rapproche de l'axe de rotation, le rayon est plus petit. De la même manière que pour la patineuse, si l'on diminue le rayon, en diminuant R, pour conserver le même moment cinétique, on a une vitesse de rotation plus grande. Si je te comprends bien Vincent, pour augmenter la vitesse, on peut jouer sur le rayon, et donc effectivement, plus lors de la phase du downswing, plus on va rapprocher les mains de son corps, plus le rayon va se rétrécir, et plus in fine, donc la vitesse va augmenter de façon naturelle. Tout à fait. Naturel, ça veut dire les lois de la physique, on n'a rien à faire. Raccourcir le rayon implique obligatoirement une vitesse de rotation plus grande de la tête. Alors Vincent, merci beaucoup pour ces explications. J'ai personnellement appris beaucoup de choses aujourd'hui en ta compagnie, j'espère que vous aussi, sur ce fameux moment d'inertie. Juste un petit point pour conclure, sur un sujet qui fait débat actuellement au sein de l'industrie du golf, des fabricants, des clubs makers, une histoire de club à MOI constant. Je rappelle qu'il y a 14 clubs dans un sac de golf, Vincent, je te l'avais dit. Il serait question de fabriquer des clubs avec un MOI constant. Quel est ton point de vue, encore une fois, de non-golfeur, de physicien par rapport à ça? Alors d'un point de vue physique, il est évident qu'un réglage à MOI constant permet, pendant la phase d'accélération du club, d'avoir la même sensation de force, donc un petit gain, et surtout lors de la phase d'impact, on va avoir un bien meilleur contrôle à MOI constant, puisque le club va se comporter toujours de la même façon au moment des relâchements des poignets. Alors donc, vous l'avez compris, d'un point de vue physique, et ce qui est intéressant dans cet échange avec ce professeur en physique, ce docteur en physique, c'est qu'il me répond spontanément, n'ayant jamais joué au golf, il n'a jamais joué au golf, hein, il me répond spontanément, oui, une série montée à moment d'inertie constant est un plus, est un bonus par rapport à une série montée à swing weight constant. Donc ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir à l'époque quand j'étais club maker. J'y reviendrai. Et ensuite, il va falloir finalement attendre 2003 pour que Tom Wichon, encore lui, mette au point avec des partenaires ingénieurs, mette au point une machine qui va permettre de calculer le moment d'inertie d'un club de golf. Donc, vous voyez, ça remonte, c'était en 2003 et on est en 2020. Alors, depuis cette époque, finalement, pour conclure cet aspect historique, eh bien, il y a finalement deux grandes écoles aujourd'hui. Il y a l'école de ceux qui sont favorables au montage de clubs à moment d'inertie constant et ceux qui continuent de monter des clubs à swing weight constant. Donc deux courants de pensée. Il est très difficile de savoir, notamment sur le tour, s'il y a des joueurs qui jouent à moment d'inertie constant. Je pense que oui, j'en suis même certain. Maintenant, vous dire qui précisément, je ne le sais pas. Je n'ai pas accès à ce genre de données malheureusement, mais c'est une certitude. J'ai pas mal parcouru les forums américains à ce sujet. Il y en a qui avancent une hypothèse de 40% de joueurs qui auraient des clubs à MOI constant contre 60% pour des swing weight constants. Si j'ai accès un jour à ces informations, bien sûr, je vous les communiquerai. Alors j'aimerais conclure cette vidéo par ce que j'appellerais des certitudes que j'ai acquises au bout de 9 ans de club making, de ce métier fascinant, passionnant qui est celui d'artisan club maker. Des certitudes en ce qui touche cette thématique de l'équilibrage des clubs de golf. La première certitude, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Et c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est vraiment de me rendre compte que chaque joueur est unique et de m'apercevoir que ce qui peut marcher pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Ainsi, par exemple, méfiez-vous de ce que vous pourrez lire sur Internet concernant le swing weight. J'ai vu des choses qui vous diront, par exemple, allez-y, augmentez le poids en tête de votre driver, vous allez taper plus loin. Ça peut marcher pour certains, je l'ai expérimenté, mais ça ne marchera pas pour d'autres. Donc c'est là que ça devient beaucoup plus subtil. De la même façon, il y a des grands gabarits qui préféreront bien sûr des clubs plus lourds, mais il y a des grands gabarits qui préféreront des clubs plus légers. Donc voilà, c'est ma première certitude. Pas de formule magique, c'est au cas par cas qu'il faut l'appréhender. La deuxième certitude, par rapport à tout ça, par rapport à ce débat entre le MOI et le swing weight, je dirais que oui, je suis devenu, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai essayé, mes clubs, mes fers sont montés à MOI constant.
Ici, par exemple, j'ai un fer 2 qui a longtemps été mon club préféré. Bon, c'est un fer 2 qui, par exemple, a un swing weight de C9. Donc, un club léger, entre guillemets. Mon fer 7 a un swing weight de D2. Et mon gap wedge, mon 50 degrés, a un swing weight de D4. Donc, je ne suis pas du tout dans le D2 qui serait vendu entre guillemets par l'industrie. Donc, ça c'est bon, ma façon de voir les choses aujourd'hui. Je suis convaincu que le MOI constant est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus du bon sens, même si je ne suis pas chercheur en physique, mais je pense qu'effectivement étalonner des clubs à MOI constant est vraiment plus pertinent que le swing weight constant. Mais par rapport à ça, ce qu'il faut retenir aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il est tout à fait illusoire de vouloir construire une série de clubs, du driver jusqu'au lob wedge, par exemple, à MOI constant. Il faut compartimenter les clubs. Ainsi, on va construire une série de fers à MOI constant, des bois à MOI constant, des wedges à MOI constant, et le putter qui est complètement à part. Donc ça aussi, c'est devenu vraiment une certitude. Et la troisième et dernière certitude que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est que la notion d'équilibrage n'est qu'une parmi tant d'autres variables qui constituent un bon club de golf. Il est évident qu'un club qui n'aurait pas la bonne longueur, le bon lie, le bon loft, le bon flex, etc., c'est illusoire de le monter à MOI constant. Autrement dit, l'équilibrage doit venir en dernier lors d'un fitting. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau finalement. On va en fitting, on va chercher effectivement le meilleur club, le meilleur fer 7 par exemple qui correspond à un joueur. La bonne longueur, le bon poids en tête, le bon poids du manche, le bon poids de grip, le bon flex, etc., etc. Et ensuite, une fois que toutes ces variables sont peaufinées et analysées, on va s'intéresser à l'équilibrage du club et on va revenir à la bonne vieille expérimentation en rajoutant du poids sur la tête, 2 grammes, puis 2 grammes, puis 2 grammes, et poser des questions au golfeur, s'intéresser à son ressenti jusqu'à trouver le meilleur équilibrage avec lequel le golfeur est le plus en confiance, le plus à l'aise pour swinger son club. Une fois qu'on a trouvé cet équilibre parfait, ce club étalon, j'ai envie de dire, ce fer 7 étalon, eh bien je vais pouvoir monter une série de fers, par exemple, à MOI constant. Mais ce n'est qu'une variable parmi tant d'autres. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que vous regarderez le film sur Tommy Morris. Et puis si vous avez des questions, à me poser, à poser à Tom Wichon, à Dave Tutelman, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.